Merci beaucoup pour cette invitation et donc merci de m'avoir invité. Alors, ma collègue disait qu'elle n'était pas psy. Moi, je ne suis pas pédopsie, donc, puisque je suis psychiatre adulte, donc excusez-moi pour les imprécisions et s'il doit y en avoir, merci de me les faire remarquer. Donc oui, je voulais faire une présentation sur les conséquences neurobiologiques des violences sexuelles chez l'enfant. Alors, c'est assez compliqué cette question parce qu'il n'y a pas ou peu d'études sur les violences sexuelles, en tout cas la comparaison directe entre violences sexuelles et violences non sexuelles. Et du coup, je trouvais que c'est tout à fait important, c'est de le voir sous l'angle aussi de la question des violences répétées et de l'impact des violences répétées sur le développement, sur le plan neurobiologique chez l'enfant. Alors oui, les violences sexuelles font partie de tout un tas d'événements traumatiques qui sont en introduction, qui peuvent être à l'origine d'une symptomatologie psychiatrique chez l'adulte, que ce soit les violences sexuelles, les attentats, les accidents de la route, avec, je le dirai après, bien sûr, des spécificités liées aux violences sexuelles. Et donc, suite à cet événement traumatique, il y a une symptomatologie qui peut se développer dans les jours et dans les mois qui suivent l'événement traumatique, avec une symptomatologie qui peut se chroniciser, notamment un mois survenant après le stress post-traumatique. Bon, ces rappels sont là pour expliquer comment l'organisme réagit suite à une exposition à un événement traumatogène. Et en fait, le système du stress est tout à fait important puisque suite à un événement traumatique, les patients qui développent un trouble de stress post-traumatique ont une dérégulation de l'axe du cortisol, avec notamment une baisse du cortisol et une augmentation de l'adrénaline. Et ça a plein de retentissements, à plein de niveaux. Alors, on a souvent l'image du retentissement psychiatrique et psychologique. Donc, si on écarte plus largement, on sait aujourd'hui que le retentissement va bien au-delà de juste du retentissement psychologique, avec des retentissements sur le système nerveux, la mémoire, la cognition. Sur le retentissement cardiovasculaire, on sait aujourd'hui qu'il y a plus à l'âge adulte d'infarctus et d'AVC chez les personnes qui ont vécu des psychotraumatismes. Sur le système reproductif, j'en reparlerai après, sur le système immunitaire et puis sur le métabolisme du glucose et du foie, avec par exemple plus d'obésité suite à chez les personnes qui ont subi des événements traumatiques. Différentes régions sont impliquées, des régions cérébrales qui sont impliquées dans la régulation d'émotions et des fonctions exécutives, des régions qui sont impliquées dans la menace et dans la détection de salience, dans la mémoire contextuelle et dans l'apprentissage de la peur. Alors, l'objectif de cette présentation, qui est assez technique et qui peut sembler assez technique, ça va être aussi de mettre ça en lien avec des choses qu'on connaît sur le plan clinique, sur le plan de l'expérience, et d'essayer d'apporter une compréhension et de comprendre sur le plan sous-jacent ce qu'il y a sur le plan neurobiologique. Alors, c'est ce qu'on disait, il y a une grande variabilité individuelle, en fait, suite à l'exposition à un événement traumatique. Il y a beaucoup de sujets qui présentent un retour à la normale, en tout cas sur le plan clinique. Et il n'y a pas seulement des troubles de stress post-traumatique qui surviennent, on l'a dit, il peut y avoir de la dépression, de l'anxiété, des régressions développementales, des troubles psychotiques, des addictions, des troubles somatoformes et, je l'ai dit, des troubles non psychiatriques. Donc, en fait, la symptomatologie est beaucoup plus large que simplement le trouble de stress post-traumatique. Et ça dépend de plein de choses. De facteurs de risque infantiles. On sait qu'en fonction de l'âge, du genre, du terrain génétique, du fonctionnement pré-traumatique, des antécédents traumatiques préalables, la réaction va être différente. De l'environnement. Alors, ça répond un peu à la question de tout à l'heure. On a l'idée qu'il y a des facteurs de risque environnementaux avec les traumatismes environnementaux. Il y a également les facteurs protecteurs. Et donc, on parle plutôt que de facteurs de risque aujourd'hui, je pense, de facteurs de plasticité. Avec la notion de la psychopathologie parentale, de la qualité de l'attachement, du support social et du statut socio-économique, et de facteurs liés au traumatisme, notamment le type de traumatisme. Ici, la question des violences sexuelles, où on sait que les violences sexuelles sont beaucoup plus associées à l'évolution vers un trouble de stress post-traumatique. On est sur des chiffres de 60-70% par rapport aux autres sous-types de traumatisme, la fréquence du traumatisme et la sévérité en termes d'intensité. Alors du coup,
je voulais donner quelques messages sur ce que la neurobiologie peut confirmer des connaissances qu'on a et sur l'impact des traumatismes répétés. Alors, on sait que les traumatismes répétés n'ont pas le même impact que les traumatismes uniques en termes de développement et de symptomatologie. Alors, historiquement, il y a eu la séparation entre traumatismes de type 1, simple, unique, souvent non interpersonnel, et traumatismes de type 2, souvent répétés. Et à l'origine d'une symptomatologie différente, jusqu'à parler aujourd'hui, depuis peu, de psychotraumatisme complexe qui associe au cauchemar, aux reviviscences, au fait d'éviter de se retrouver dans des situations qui rappellent le traumatique, des modifications dans d'autres champs, la régulation émotionnelle, les relations interpersonnelles, et puis des troubles de l'identité avec une image de soi qui est souvent vécue comme, qui est souvent marquée et instable. Le premier point sur lequel je voulais insister, c'est sur l'impact de la charge traumatique sur la symptomatologie psychiatrique. En effet, les études montrent aujourd'hui que le nombre de traumatismes, en particulier dans l'enfance, était lié au développement de troubles psychiatriques. Alors ça, on le sait, la dépression, la psychose, les comportements externalisés et la peur. Ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'était de montrer que 2 traumatismes, c'était plus grave que 1, que 3 traumatismes, c'était plus grave que 2, etc. Ça veut dire, je pense qu'en termes de prévention, c'est un message très important de dire il n'est jamais trop tard pour arrêter le psychotraumatisme. Je pense que c'est un message qui peut paraître évident, mais je trouve que c'est beau de le montrer. Et c'est vrai avec les idées suicidaires, avec les consommations de cannabis aussi. C'est-à-dire qu'on voit qu'à 3 traumatismes, on a plus de risques d'avoir des idées suicidaires qu'à 2, et à 2, on en a plus que 1. Donc, c'était un premier message que je trouvais assez important. Et ça s'explique, c'est probablement médié par la réactivité émotionnelle. On voit que quand il y a une adversité dans la vie entière importante, finalement, l'activation de différentes régions cérébrales émotionnelles est plus forte lors des reviviscences traumatiques. Donc, en fait, la réaction est différente en fonction du nombre de traumatismes qu'on a vécu. Et ça, c'est médié par le cortisol. Chez les personnes qui ont une histoire de maltraitance infantile, la corrélation, le cortisol baisse avec la diminution de l'anxiété. C'est inverse quand il n'y a pas d'histoire de maltraitance infantile. Autrement dit, le comportement du cortisol est inversé en fonction du fait qu'il y ait maltraitance ou pas. Et donc, si on regarde le cortisol au niveau des cheveux, on voit que c'est lié au nombre d'événements traumatiques, au type d'événements traumatiques et au problème émotionnel, avec une corrélation, ce qui montre bien que ces liens entre psychopathologie et charge traumatique est médié par des modifications du comportement du cortisol, ce que je disais au départ. Et ça se retrouve dans les régions cérébrales qui sont connues au niveau émotionnel. Et donc, on arrive vraiment à confirmer ces données. Donc, premier point, plus il y a de traumatisme, plus il y a de psychopathologie à l'âge adulte. Et ça, c'est médié par le cortisol et les régions impliquées dans les émotions. Deuxième point, il y a des périodes qui sont cruciales. Toutes les périodes dans l'enfance ne se valent pas par rapport au psychotraumatisme. Ça, c'est une étude qui montre les liens entre l'activation de l'amygdale et la sévérité des traumatismes en fonction de l'âge. Et on voit clairement 2 régions d'âge qui se détachent, 3-4 ans et 16-17 ans, dont on sait que ce sont des périodes particulièrement importantes sur le plan développemental. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on a l'image de l'enfance comme une période linéaire sur le plan développemental. En fait, il y a probablement des périodes encore plus importantes qui sont ces périodes-là. Et d'ailleurs, on voit qu'en fonction du fait que les traumatismes soient plutôt dans l'enfance ou à l'adolescence, ne sont pas les mêmes régions qui sont impliquées, avec ici une diminution de volume qui était plus importante au niveau de l'hippocampe quand le traumatisme était précoce, et au niveau du cortex préfrontal quand les traumatismes étaient plus tardifs, ce qui montre que l'impact sur le plan neurobiologique n'est pas identique non plus entre ces 2 périodes de vulnérabilité. Alors, encore une fois, c'est un peu le fil directeur, c'est pour ça que j'avais commencé par montrer ça. À chaque fois, c'est probablement médié par des modifications de la réponse au cortisol. On voit que la réponse au cortisol est différente en fonction que les traumatismes soient précoces ou tardifs. On voit que quand les traumatismes sont plus tardifs,
le profil est quasiment identique au groupe non maltraité, alors qu'il est différent dans le groupe qui a subi des maltraitances précoces. Et donc ça se retrouve également, ces différences entre adolescents et adultes se retrouvent, puisqu'on voyait sur la droite, il y a des histogrammes, et on voit que le profil de connexion de l'amygdale est pratiquement opposé entre le profil d'un adolescent qui a subi un traumatisme et d'un adulte qui a subi un traumatisme sexuel. Ce qui montre bien qu'il ne se passe pas la même chose sur le plan cérébral chez un adulte et chez un adolescent. Bon, ça s'explique parce que le neurodéveloppement cérébral, il y a plein de gènes, il y a plein de circuits qui se mettent en place sur ces périodes-là de 3, 4 ans et de 16, 17 ans, sur le plan de la création de synapses, sur le plan de la suppression de synapses plutôt à l'adolescence. Et du coup, il y a plein de gènes qui ont été impliqués. Et donc, le fait que ça arrive au moment où certains gènes doivent s'exprimer explique probablement le fait qu'il y ait une symptomatologie particulièrement importante. Alors, le troisième message, c'est qu'il y a des liens entre ça et la génétique et l'épigénétique. Les gènes qui sont fréquemment connus, alors c'est le NR3C1 et le FKBP5, c'est des gènes impliqués dans le métabolisme du cortisol. Et on voit que ce sont des gènes qui ont il y a des allèles de susceptibilité qui sont différents. Et ces allèles différents peuvent être associés plus ou moins à la symptomatologie quand on a subi un traumatisme. Je m'explique. Il y a des allèles qui sont plus à risque que d'autres de développer un trouble de stress post-traumatique sur ces gènes du glucocorticoïde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces aspects génétiques sont à mettre en lien avec l'environnement. Pour faire simple, il faut qu'il y ait de la maltraitance infantile et que ces gènes soient présents pour avoir un retentissement important au niveau cérébral. Ça veut dire qu'il y a une vulnérabilité génétique, mais que cette vulnérabilité génétique ne s'exprime qu'en cas de traumatisme infantile, et qu'à l'inverse, s'il y a un environnement protecteur, la symptomatologie ne peut jamais s'exprimer. Et donc, il faut le voir sous les deux angles. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que cette vulnérabilité génétique, elle se voit quel que soit le diagnostic. Elle se voit dans la dépression, elle se voit dans les idées suicidaires, elle se voit dans le psychotraumatisme. Donc ça, c'est un schéma qui résume ce que j'ai dit. C'est qu'il y a certains gènes de prédisposition au niveau du cortisol qui entraînent l'expression génétique. Des facteurs environnementaux vont s'associer à ces vulnérabilités génétiques, et il y aura des changements épigénétiques, des modifications au niveau de l'ADN qui vont être à l'origine d'une psychopathologie, donc des troubles tels que la psychose, la dépression, le stress post-traumatique ou le suicide. L'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est aussi des facteurs de risque de vulnérabilité, de résistance au traitement. Et que du coup, probablement que l'accumulation de ces facteurs de risque entraîne la résistance au traitement. Alors ça, j'explique les modifications épigénétiques. C'est ça. En fait, ces modifications épigénétiques, c'était ça que l'objet de cette diapositive. J'y arrive. C'est que les facteurs environnementaux vont entraîner des modifications au niveau des gènes, comme la méthylation, c'est le plus connu, qui vont faire que ces gènes vont s'exprimer ou non. Et donc, plus en fonction de la méthylation, l'expression va être présente ou pas. Et on voit que quand il y a eu des abus, notamment sexuels, il y a des modifications épigénétiques qui sont plus importantes que, par exemple, quand il y a des tentatives de suicide sans abus sexuels. Et donc, ça montre que vraiment, on a un profil tout à fait différent. Alors, moi, je suis psychiatre de l'adulte, donc je voulais vous parler des conséquences à l'âge adulte de tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder l'épaisseur du cortex cérébral. Et l'épaisseur du cortex cérébral, c'est quelque chose qui témoigne de ce qui se passe très précocement dans le développement. Parce que la girification, c'est quelque chose qu'on voit qui se développe précocement dans les feuilles embryonnaires et par la suite. Et donc, quand on a une atrophie au niveau d'une région du cerveau, on peut supposer que c'est lié à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, voire avant. Et donc, on voit une diminution du volume de l'amygdale et de l'hippocampe, des deux côtés, chez les personnes qui ont vécu des traumatismes infantiles, ce qui montre que quand même, il y a un impact sur le développement cérébral et qu'on voit vraiment longtemps après.
Donc ça, c'est les images de ça. Et alors ça se voit en particulier dans les abus sexuels, pour le coup. Pour le coup, il y a une étude qui montre ça et qui montre que des régions comme le précuneus, comme le cortex singulaire antérieur, comme l'hippocampe, euh, sont particulièrement impactées lors des abus sexuels. Et ces régions sont également impactées en fonction de la sévérité des symptômes. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'à l'âge adulte, on voit des stigmates sur le plan de l'épaisseur corticale. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une atteinte au niveau du fonctionnement du cerveau, au niveau de l'hippocampe et au niveau de tout un tas de réseaux cérébraux qui sont impliqués dans la détection de l'assaillance, dans la cognition et dans les ruminations notamment. Alors l'impact est transgénérationnel. Alors ça, c'est assez étonnant. Et en termes de prévention, je pense que c'est un message important et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que quand on regarde le centre cordon ombilical de bébés, de mamans qui ont subi des abus, le profil de l'expression génétique du bébé, alors c'est son centre cordon, quoi, il est à peine né, est différent en fonction du profil psychopathologique de la mère. Et donc, je trouve ça très impressionnant comme résultat, puisque le profil est relativement similaire si la maman a subi présente une dépression, un trouble de stress post-traumatique, mais il est opposé s'il n'y a pas eu de trauma ou s'il y a un trauma sans développement d'un trouble de stress post-traumatique. Donc, ça veut dire, d'une part, on a intérêt à soigner le trouble de stress post-traumatique chez la maman, et d'autre part, les choses arrivent de manière très précocement. Et on voit les choses dès le cordon ombilical. Et l'autre chose qu'on voit très précocement, c'est que l'activation de différentes régions cérébrales de la maman quand elle regarde son enfant est différent en fonction du fait qu'elle ait subi des agressions sexuelles ou pas. Donc, ça veut vraiment dire que très précocement, à la fois dès le cordon ombilical de l'enfant et dans les interactions de la maman, on voit déjà des choses qui se passent quand elle a même subi des abus et des agressions sexuelles. Bon, je termine cette note très angoissante et très négative pour remonter le moral avec la question de est-ce que ces troubles sont réversibles? Je pose la question, c'est qu'au moins oui, en partie. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive à voir quand il y a une réponse au traitement, une modification même des altérations cérébrales structurelles, autrement dit, de cette épaisseur corticale dont je vous dis qu'elle est marquée dès l'enfance. En fait, on voit même qu'on peut avoir une amélioration de ça avec un traitement efficace. Donc, c'est quand même un point rassurant. Et pareil, on voit une modification, une réversibilité des atteintes fonctionnelles. Les régions qui s'activent moins bien ou qui se connectent moins bien chez les personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique à l'âge adulte, et ben, quand on fait un traitement qui est efficace, ces choses-là sont réversibles. Et ça, c'est des résultats que nous, on a montré aussi avec différentes techniques de connexion et qui se retrouvent de manière récurrente, agression sexuelle ou pas. C'est qu'on arrive quand même, quand le traitement est efficace, à avoir une bonne plasticité et à récupérer des profils de connexion qui sont proches du sujet sain. Alors, c'est intéressant à la fois pour la personne, mais également, ce que je disais, du coup, pour sa descendance et pour la prévention par la suite. Et ça, sur le plan génétique, c'était pour un peu contrebalancer cette chose un peu angoissante avec la transmission de la mère à l'enfant. Probablement, ça se fait parce qu'elle transmet elle-même ses modifications épigénétiques et donc l'expression de ses gènes à son enfant. Il se trouve qu'on arrive in vitro à déméthyler l'ADN et à avoir une réversibilité de ces modifications épigénétiques. Donc probablement, alors ça n'a pas été montré très clairement chez l'humain, mais probablement qu'on peut, avec des traitements adaptés, avoir une réversibilité de ça. Et j'insiste fortement, on parle souvent de gènes de vulnérabilité ou de vulnérabilité environnementale. Je trouve que le terme le plus adapté, c'est nettement plasticité environnementale. Parce qu'on sait, par exemple, quand il y a un abus sexuel chez l'enfant, c'est quelque chose qu'on voit en clinique, que la qualité de l'entourage parental est majeure sur le fait de développer la symptomatologie ultérieure ou pas. Et donc, on a l'idée, ah oui, l'entourage parental va être de mauvaise qualité, du coup, ça va être péjoratif. Je pense qu'un entourage de bonne qualité peut avoir, à l'inverse, un pronostic positif. Et je pense qu'il faut aussi pouvoir le regarder sous cet axe-là assez optimiste. Donc, voilà les messages clés que j'ai essayé de faire passer en essayant d'être clair, même si c'est des sujets qui sont compliqués.
La charge traumatique, c'est quelque chose d'important. Chaque élément traumatique aggrave le pronostic et donc il faut vraiment avoir cette attention. C'est quelque chose de très important, je crois. Il y a des fenêtres de vulnérabilité sur lesquelles il faut être particulièrement attentif dans l'enfance. Une vulnérabilité à l'âge adulte, c'est-à-dire que même si l'enfant ne développe pas de troubles, le fait d'avoir vécu des traumatismes pendant son enfance, il se peut qu'il soit plus fragile de développer des troubles à l'âge adulte. On a l'impression que c'est réglé et que l'enfant va bien. Il y a quand même une importance à avoir à ça. Et il faut être assez optimiste sur nos interventions à tous les stades. Sur le plan neurobiologique et je pense sur le plan clinique, les atteintes sont en bonne partie réversibles. Et donc, il faut prendre en charge. Et du coup, je n'ai pas pu répondre à la question du coup de est-ce qu'il faut poser la question systématiquement. Du coup, je vais donner mon avis. J'en profite. Et sur l'expérience qu'on a du suicide aussi, justement. En fait, je crois que oui. Je crois qu'il faut le questionner systématiquement. Parce que si on ne le questionne pas, la réponse n'est pas donnée. Et je pense qu'il y a trop eu la culture par le passé de justement, on ne pose pas la question. Je pense que le sujet est plutôt de comment on l'interroge que de est-ce qu'il faut l'interroger. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un sujet dont on parle facilement. En fonction de la façon dont on pose la question, la réponse, on l'aura ou pas. Et le but, ce n'est pas d'être intrusif ou traumatisant. Mais je pense qu'il faut d'une façon ou d'une autre, de manière indirecte, toujours poser la question parce que c'est comme le suicide. Si on le demande, si on pose pas la question, on n'a pas la réponse. Et je pense que c'est un problème c'est un changement de mentalité qui s'est fait depuis quelques années d'oser poser la question, quoi. Parce que je pense que cette idée de si on pose la question, on va aggraver les choses. Je pense qu'on peut ne pas les aggraver. En tout cas, si on sait comment orienter après, si on sait comment poser les questions, ça devrait ne pas être un problème, je crois. Merci beaucoup pour votre attention.